L'État a voulu saper la réputation du professeur Raoult car les études sur les antiviraux étaient en cours et l'État pensait, avec ses conseillers scientifiques, que les antiviraux seraient la solution, alors que ça n'est que le problème. Or, le conseil scientifique n'est pas un conseil scientifique. Il y a des épidémiologistes, il n'y a même pas de pneumologues, il y a des politiques, et donc il est là pour conseiller l'État et non pas de prendre des décisions. Le Remdesivir, qui a été commandé pour 1 milliard d'euros par l'Europe, alors qu'on savait au moment où il a été commandé que ces antiviraux ne marchaient pas. Mais c'est là où on arrive sur les problèmes de conflit d'intérêts, c'est qu'un certain nombre de médecins qui sont conseillers de laboratoire conseillent également sur l'attitude à suivre. Et je ne dis pas que ces médecins sont malhonnêtes, certainement pas, mais quand tu es conseiller d'un laboratoire, il est peut-être difficile de dire l'inverse que ce que souhaite le laboratoire. L'État a voulu faire la guerre au professeur Perronne, parce que le professeur Perronne, qui est un grand infectiologue, s'est exprimé dans les médias, il a été traité de complotiste, et c'est le gros problème actuel de ces gens qui veulent dire la vérité, on les traite de complotistes. Il a une idée, je ne sais toujours pas si elle est bonne ou mauvaise, c'est de soigner les Covid par la chloroquine et l'azithromycine. Il y a de multiples publications divergentes sur cela, mais on a voulu détruire cette proposition par l'article du Lancet qui a été démontré qu'il était totalement bidonné et truqué. L'article a été retiré et on ne sait toujours pas si le protocole du professeur Raoult, azithromycine, chloroquine, marche ou ne marche pas, car, et j'écoute régulièrement ces interviews, pour qu'il marche, il faut le donner extrêmement tôt, au début de la maladie. Or, qu'a dit le ministre de la Santé au moment de l'épidémie? Restez chez vous, prenez du Doliprane, et si ça ne va pas, appelez le 15. L'État a voulu discréditer le professeur Montagnier, parce qu'il est plutôt jeune et que ça pouvait sembler crédible de le faire passer pour un gâteux, alors qu'il a mis le doigt sur une des raisons majeures qui est la cause de cette épidémie. Ce virus ne se serait-il pas échappé du laboratoire P4 de Wuhan? Le professeur Montagnier, qui s'est fait un nom remarquable puisqu'il est prix Nobel pour le sida, a émis une hypothèse, et ça, il est impossible de savoir s'il a raison ou tort, c'est que le laboratoire P4 de Wuhan, qui était à 10 km du marché, travaillait sur les virus émergents, travaillait sur la fièvre Ebola, travaillait sur les coronavirus, et essayait de mettre au point ce qui semble être des vaccins à vecteurs, qui est un des types de vaccins utiles pour soigner cette maladie. Car Montagnier a démontré que dans la queue de ce virus, il retrouvait des fragments du VIH et du paludisme. Dès qu'on pose une bonne question, c'est une thèse complotiste. Mais est-ce complotiste de se poser les vraies questions? Parce qu'avec cette pandémie mondiale qui va ruiner nos économies et qui empêche de soigner les vraies maladies, c'est-à-dire le cancer et les urgences chirurgicales, le problème est majeur, et si c'est effectivement un virus qui se serait échappé du laboratoire, la France, qui a participé à sa construction, à son inauguration, aurait certainement des choses à dire sur ce sujet. Il faut redonner aux Français l'envie de comprendre pourquoi ils sont mal soignés, pourquoi il y a des listes d'attente, pourquoi on leur dit de rester chez eux alors qu'il y a une pandémie grave et qu'on peut les prendre en charge en évitant qu'ils se trouvent en réanimation. Il faudrait que les Français se penchent sur la qualité de leurs médecins, sur la qualité des soignants qui sont extrêmement dévoués. Et je voulais dire que l'administration, totalement affolée pendant cette pandémie, ont laissé les infirmières et les médecins soigner. Les infirmières travaillaient 12 heures par jour au lieu de leurs 35 heures. Elles se sont dévouées. Ils n'avaient pas les masques de protection. Encore actuellement, le personnel n'a pas les masques de protection FFP2 qui les protège contre la maladie. Et il faudrait donc qu'on redonne au centre de système les soignants en nous laissant faire, nous savons faire, laissez-nous faire. Toute l'année 2019, le personnel soignant a fait des manifestations, des grèves, la grève des urgentistes, la grève des internes pour attirer l'attention sur le ministère comme quoi on manquait de soignants. Il ne faut pas oublier que dans la société moderne, avec une féminisation très importante de la santé à 60%, les soignants, à juste titre, veulent pouvoir dormir la nuit, profiter des week-ends, et c'est fini l'époque où les médecins ou les soignants travaillaient 70 ou 100 heures par semaine, c'est terminé, ils sont rentrés dans la société.
Et donc, si on n'augmente pas de façon draconienne le nombre de soignants, le temps passé pour soigner les gens devient très insuffisant. En France, il y a le nombre de médecins, ce n'est pas le nombre qui ne va pas, mais on multiplie le nombre de tâches administratives pour les médecins. Donc le temps passé pour soigner les gens est une peau de chagrin actuellement. Mes idées pour sauver ce système de santé sont doubles: rétablir l'élitisme et diminuer de façon drastique le nombre d'agences et d'administrations de la santé. Car les énarques ont quelque chose d'assez extraordinaire. Au lieu de faire confiance aux sachants, aux gens qui savent travailler, ils pensent que quand il y a un problème, il faut créer une couche administrative de plus. Les agences de santé sont tellement nombreuses qu'elles sont incapables d'informer le ministre, de faire prendre des bonnes décisions. Il y a une inertie du système qui est devenue telle que quand il y a un problème, si on veut le régler, on crée une agence de plus. Puisque le système hospitalier, c'est compliqué, puisqu'on a créé des groupements hospitaliers de territoire, puis des groupements hospitaliers à l'assistance publique. On a 6 groupements hospitaliers avec à chaque fois des directeurs et une administration. Chaque directeur a son groupe de directeurs, jusqu'à 24 directeurs dans les grands CHU. On a ensuite d'autres strates administratives comme le conseil de surveillance, la CME, le directoire, les pôles. Mais les pôles, qu'est-ce que c'est qu'un pôle? Ça semblait très bien. Pôle mère-enfant. Eh bien non, c'est pas très bien, parce qu'un pôle a des directeurs, une administration, il est aux ordres de la direction. Et si le chef de pôle redresse la tête, ben qu'est-ce qu'on fait? On le mute ailleurs. Alors, remettre les médecins à la direction des hôpitaux, pas forcément. Remettre des médecins à la direction de leur service, c'est-à-dire qu'un chef de service doit être responsable du recrutement de son personnel, du recrutement de ses élèves, de l'organisation de son service, puisqu'il est devenu chef de service parce qu'il a la compétence pour le faire. Mais il faut qu'on le laisse faire. Quant à gérer un hôpital, le problème de gérer un hôpital est différent de l'administrer. Or, l'administration veut administrer la santé. La santé n'a pas besoin d'être administrée, il faut laisser les médecins soigner. Ce qui a détruit le système de santé, c'est la suradministration et la disparition de l'élitisme. En supprimant tous les concours, on est tout à fait incapable de former 26 000 internes pour les rendre compétents parce qu'ils n'ont pas des stages en nombre suffisant. En 1968, on a supprimé le concours de l'externat qui donnait accès à d'excellents stages et qui sélectionnait les 15 ou 20% de meilleurs médecins futurs. À l'époque de Kouchner, il a supprimé le concours de l'internat lorsqu'il était ministre en 2002. L'anecdote, c'est qu'il l'avait raté. Or, l'élitisme de l'internat était quelque chose d'extraordinaire. L'État a voulu diminuer les dépenses de santé en diminuant le nombre de médecins parce que c'était la pensée unique des énarques. Moins de médecins, moins de dépenses. Il fallait 12 000 médecins formés par an pour remplacer les retraités, les départs, l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population. On est passé à 3 500 par an avec le numerus clausus qui a été inventé à l'époque de Giscard d'Estaing. Sous Giscard d'Estaing, on a créé le MICA pour que les médecins de 56 ans partent à la retraite en les payant pour qu'ils partent. On trouvait qu'il y avait trop de médecins. C'est le diagnostic constant des énarques: moins de dépenses de santé égale moins de médecins. Donc, si on met un numerus clausus serré, il y aura moins de médecins. C'est ce qu'ils ont fait. Le numerus clausus est resté serré même à l'époque de M. Mitterrand. Et Durieux, qui était son ministre, a reconnu 15 ans après qu'il s'était trompé, qu'il n'avait pas pensé que les résultats d'une réforme se verraient 10 à 15 ans après l'avoir mis en place. Pour sauver les hôpitaux, les gens qui nous gouvernaient disaient qu'il y avait trop de lits en France, et pour faire des économies de santé, ça a commencé au moment des chocs pétroliers sous Giscard d'Estaing, on a décidé de mettre des normes et des contraintes pour pouvoir fermer un certain nombre de cliniques. Mais on ne s'est pas rendu compte que si on décidait de faire travailler les hôpitaux à flux tendu, c'est la politique de M. Jean Castex qui était à la manœuvre avec Juppé à cette époque-là, l'hôpital à flux tendu ne veut pas de lit libre. C'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre, il faut faire sortir. On n'a pas de lit disponible pour absorber les coups de feu qu'il y avait régulièrement au moment des épidémies de grippe ou de bronchiolite chez les enfants. Ça fait des années que ça dure et ça a été dénoncé par les soignants.